Eh bien, bonjour à tous et bienvenue donc pour ce webinaire thématique défi de la filière GCPE de Nouvelle-Aquitaine. Tu peux passer à la diapositive suivante, Salomé. Donc, je me présente tout d'abord. Donc, je suis Philippe Blondeau. Je suis ingénieur territorial défi pour le réseau Auvergne-Limousin et de la filière Grande Culture, Polyculture, Élevage, mais également animateur éco-phyto, donc chargé de mission biodiversité. Donc, pour rappel, cette série de webinaires s'inscrit dans le cadre d'une déclinaison du colloque régional défi GCPE, donc qui s'est tenu au lycée agricole de Loisellerie en Charente le 8 décembre dernier. Et donc, pour rappel, ce colloque qui s'est déroulé donc sur une journée entière avec une plénière d'abord le matin donc, qui a été filmée et que l'on peut retrouver en replay sur AgriWeb TV, de même que vous pouvez retrouver tous les diaporamas et documents présentés ou diffusés à cette journée-là sur le site Nouvelle-Aquitaine, sur le site de l'ACRA Nouvelle-Aquitaine, mais également sur les sites Ecofitopic et ceux de la DRAF Nouvelle-Aquitaine. L'après-midi, donc vous dire que nous avions également une dizaine d'ateliers plutôt thématiques, donc qui ont été en fait l'occasion pour nos ingénieurs réseau, justement de présenter des résultats éprouvés dans les réseaux des fermes défis, mais également expé de Nouvelle-Aquitaine. Et donc pour prolonger en fait ce colloque, et dans la mesure justement où le contexte sanitaire a fait que on avait eu un petit peu de moins de monde à notre colloque, et puis que certaines personnes auraient bien aimé assister à ces ateliers de l'après-midi. Donc, il a été décidé d'un commun accord avec les animateurs, les ingénieurs réseau qui ont animé ces ateliers, mais également la DRAF et l'équipe Ecofito de Nouvelle-Aquitaine, mais justement de réaliser une déclinaison de ces ateliers techniques. Voilà. Et puis, c'est aussi une occasion pour l'équipe Ecofito de Nouvelle-Aquitaine donc d'initier en fait le transfert et la massification des résultats de défi. Donc, nous avons donc sélectionné une série de 7 webinaires, et donc c'est le troisième qui va vous être présenté aujourd'hui. Donc là, la diapo qui s'affiche donc vous rappelle un petit peu les consignes. Donc, grosso modo, on va être sur… Attends, tu peux revenir en arrière, s'il te plaît? Merci. On va être sur une présentation d'environ 1 heure. Donc, 1 heure dans laquelle il va y avoir à peu près 20, 25 minutes, 30 minutes d'échange. Il va y avoir aussi une vidéo qui va vous être présentée, d'échange, de présentation de la part de notre intervenante, et puis donc des questions que vous pourrez poser. Alors, l'idée, c'est que les questions, vous les saisissiez dans l'espace de discussion, donc à cet effet. Bon, on verra aussi comment, si on n'est pas très, très nombreux, que je puisse vous donner la parole pour que vous puissiez poser vos questions en direct. Donc, vous dire également que ces webinaires sont enregistrés et donc pouvoir trouver le replay sur la chaîne YouTube de l'ACRA Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc le premier webinaire, je crois, est déjà accessible sur la chaîne YouTube de l'ACRA. Donc, je passe maintenant la parole à Salomé Copin, donc ingénieur réseau du CIVAM Limousin, donc qui va nous présenter justement faire déprimer ces céréales par des génistes pour réduire la pression des bioagresseurs. Voilà, quels en sont les résultats. Donc, Salomé, je te laisse la parole. Ok, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Vas-y, Salomé. Ouais, désolé, c'est mon ordinateur qui est un peu lent pour faire passer les diaporamas, mais c'est bon, j'y suis. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter une pratique qui a été mise en œuvre dans le cadre du groupe défi que j'anime, qui est le déprimage des céréales pour réduire la pression des bioagresseurs. Donc, du coup, pour représenter le contexte, du coup, je suis animatrice à la Fédération des CIVAM en Limousin. Les CIVAM, c'est le raccourci pour Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Et c'est un réseau associatif qui accompagne les agriculteurs, notamment sur la base des échanges entre pairs.
Donc, du coup, je suis à mi-temps ingénieur réseau défi sur le groupe Culture Défi. Ce groupe-là, il est constitué d'une douzaine d'agriculteurs, 12 très précisément, dont 10 qui sont en agriculture bio. Pour situer l'historique, il a été fondé en 2016 à la suite d'une demande d'éleveurs du CIVAM en Limousin qui avaient l'habitude d'échanger sur leurs pratiques concernant l'élevage, mais qui avaient aussi des cultures à côté, notamment pour l'autonomie alimentaire, et qui du coup voulaient avoir des échanges plus approfondis sur les rotations. Du coup, le groupe a pas mal évolué ces derniers temps et c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a des profils assez diversifiés qui sont arrivés ces dernières années, avec à la fois des polyculteurs éleveurs qui du coup ont pour objectif dans les cultures de nourrir leurs troupeaux, des céréaliers qui vendent en circuit long, des personnes qui transforment directement leur culture sur la ferme comme des paysans boulangers. Et du coup, avec comme mot d'ordre dans les échanges, la volonté d'être autonome et économe dans la gestion de son atelier culture. Du coup, pour ce faire, le groupe il se concentre sur une moyenne de 7 rencontres par an, avec différents formats, à la fois des journées d'échange qui vont émerger d'une thématique qui intéresse le groupe. Donc, ça va être comme ce que je vais vous présenter derrière. Pour le déprimage des céréales, en fait, il y avait un membre du groupe qui testait le déprimage des céréales sur sa ferme et ça intéressait les autres. Donc, le groupe est allé chez ce paysan pour échanger sur cette pratique. Ensuite, on a des formations quand les membres du groupe ont envie d'avoir un peu plus d'expertise sur un sujet précis. On a eu il y a quelques années l'intervention d'un pédologue qui expliquait la structure du sol, par exemple. En ce moment, on est en train de faire tout un travail sur les indicateurs économiques pour la gestion de l'atelier culture. Et puis, on a un troisième type de rencontre, c'est les visites de ferme. Donc là, ça va être quand il y a une problématique spécifique qui émerge chez un agriculteur du groupe et qui a besoin de la visibilité, de l'avis des autres membres du groupe pour répondre à sa problématique. Pour vous parler un peu plus de ce qu'en pensent les membres du groupe, j'ai récolté un témoignage d'un agriculteur qui indique que le groupe lui permet d'être ouvert sur des nouvelles pratiques auxquelles il n'aurait pas pensé et pour avoir un système plus autonome et économe. Donc, ça lui permet de faire des essais. Ce qui se dit souvent, c'est que l'intérêt du groupe, c'est qu'à la fois, on voit les réussites, mais aussi les échecs, et que c'est important aussi d'échanger sur ces échecs pour rebondir sur ces échecs-là, et pas seulement rester centré sur les réussites. Et puis, ça permet à cet agriculteur d'avoir une autonomie décisionnelle quant à la prise de décision plus globalement. Alors, maintenant, je vais me centrer sur la thématique du jour, qui est le déprimage des céréales par des animaux. Du coup, cette thématique, elle a émergé par un membre du groupe qui a un troupeau ovin sur sa ferme et qui avait fait quelques fois déprimer son troupeau sur sa parcelle. Donc, ça a eu lieu en mars 2019. Et c'est suite à cet essai que la pratique que je vais vous présenter a été mise en œuvre dans d'autres fermes. Donc, ce qui a émergé des échanges de cette rencontre, déjà pour redéfinir un peu ce que c'est le déprimage. Donc, c'est l'action de faire pâturer les céréales au stade tallage par des animaux. En général, il s'effectue par des ovins, mais il peut aussi être testé avec d'autres animaux. C'est une technique qui anciennement était assez pratiquée dans le Limousin et qui peu à peu a été oubliée. Donc, il y a peu de références sur cette pratique, d'où la nécessité d'échanger dessus pour voir ce qui peut être fait. Du coup, il y a une autre question qui a été posée lors de cette journée, c'était et quand est-ce qu'on peut faire déprimer ces céréales?
Donc, le début du déprimage, il doit se faire au stade de tallage dépassé, parce qu'avant le tallage, la plante, elle est trop fragile et elle aura du mal à repartir. Donc, l'idée, c'est de commencer à déprimer quand les feuilles sont suffisamment développées pour nourrir le troupeau. Et le stade à ne pas dépasser, c'est la montée des épis de tall secondaires. Donc ça, c'est les observations globales. Ensuite, ils ont parlé des animaux qui pouvaient passer sur les parcelles parce qu'effectivement, comme je vous expliquais, en général, c'est plutôt les ovins. Avec quand même 2 critères à avoir en tête qui sont le stade de la céréale et puis aussi l'importance des sols parce qu'il faut être vigilant au moment où les sols sont trop humides, par exemple. Donc, si la portance est limite, il ne faut pas faire passer ces animaux. Ce qui ressort souvent des échanges, c'est que c'est une pratique opportuniste et qu'il faut faire beaucoup d'observations pour saisir le bon moment et avoir son autonomie décisionnelle sur le fait de faire passer ou non le troupeau à un certain moment. Il y a aussi une question qui a été évoquée à cet échange, c'était est-ce qu'on peut faire un déprimage sans les animaux? Donc, certains des membres du groupe disaient qu'il était possible de reproduire le déprimage avec une action mécanique. Donc, par exemple, avec un rouleau qui va stresser la plante, ou certains disaient qu'on pouvait aussi essayer de faucher, mais que pour pouvoir faucher, il fallait que les céréales soient suffisamment hautes. Donc ensuite, je vais faire un petit focus sur les retours d'expérience qu'il y a eu pendant cette partie d'échange. Donc, dans cet échange-là, il y avait 2 personnes qui avaient déjà essayé au sein du groupe le déprimage des céréales. Il y en avait un qui avait fait passer 100 brebis sur 1 hectare pendant un jour. Il les avait laissées la nuit et il avait fait du coup un chargement de 10 UGB par hectare. Donc, niveau rendement, lui, il n'avait pas vu de différence avec les blés non pâturés. Il avait un questionnement au niveau du recul de la récolte parce que quand les brebis étaient passées sur la parcelle, ça avait créé une période de stress et du coup, ça avait impacté une récolte. Ça avait impacté sur le fait qu'il y ait une récolte plus tardive. Et du coup, un autre qui se posait la question de est-ce que c'est envisageable de faire passer le troupeau à la sortie de l'hiver? Est-ce que l'importance du sol est suffisante pour les faire passer? Pour faire un point sur les avantages et les inconvénients qui avaient été trouvés à cette pratique. Donc, les avantages, c'était que ça favorisait le tallage des céréales, bien qu'il n'y ait pas de référence technique encore pour le prouver. C'était une observation de ceux qui avaient mis en œuvre la pratique. Il y avait aussi l'observation que ça permettait de fertiliser la céréale, puisque 75% des nutriments dans la biomasse ingérée sont restitués d'après une étude qui a été faite par Agrophile. Aussi, ça stimule le développement racinaire en réaction à la coupe des feuilles, ça permet de rappuyer le sol, ça permettrait de couper les feuilles éventuellement affectées par une maladie et de faire une jonction sur l'alimentation du troupeau entre la ration d'hiver et le début du pâturage tournant. Quelques inconvénients qui ont été cités, c'est qu'il faut être opportuniste et réactif, comme je vous disais avant, pour faire pâturer les parcelles selon le stade de la céréale et l'importance du sol, et que ça repousse la maturité de la céréale d'1 semaine. Et que vu les sécheresses qu'il y a eu pendant l'été ces dernières années dans le Limousin, est-ce que ça pourrait impacter le remplissage du grain? Donc, voilà ce qui était ressorti de cet échange thématique d'une demi-journée. Donc, suite à cette journée, il y a un des agriculteurs du groupe qui a voulu tester la pratique chez lui. Parce qu'il s'est rendu compte que c'était intéressant dans le contexte de sa ferme.
Cependant, lui, il est sur une ferme où il n'y a pas de troupeau ovin, donc il a une cinquantaine de mères vaches limousines. Donc c'était vraiment un essai innovant dans le secteur. Donc il est sur une ferme de 85 hectares en agriculture bio et il est seul sur sa ferme. Il a des sols sablo-limoneux et il fait des cultures à destination de l'alimentation de son troupeau. Donc, il a à la fois des céréales, du métail, des cultures fourragères et du maïs. Et la succession de cultures qu'il fait, c'est 5 à 6 années de prairies, puis du maïs, puis une céréale ou du métail, encore du métail, puis du métail en rubanage avec un semis de prairie dans ce dernier. Du coup, pour que ça vous parle un peu plus, il y a un témoignage vidéo de cet agriculteur-là qui va vous être présenté par Philippe. Donc, je quitte l'écran et je vous mets. Je quitte le partage. C'est bon, du coup, Philippe, je te laisse prendre le relais. Allô? Ok, super. Du coup, c'est à partir de 6 minutes 25. Décrimage de ces céréales. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire comment fonctionne cette pratique? Donc je fais du déprimage sur mes céréales. C'est suite à une discussion avec dans une journée du CIVAM avec un autre adhérent qui lui fait déprimer avec des moutons. Et puis en parlant, je me suis dit pourquoi je veux pas essayer. Moi j'ai pas de moutons, donc je vais essayer avec des génisses. Après ça arrive des fois qu'il y ait des vaches, enfin pas des mais des veaux qui passent sous les fils et qui vont y manger dedans. Ça, c'est pas pour ça qu'on perd du rendement. Donc, j'ai mis en place. Et ça a un but de nourrir les bêtes au printemps, d'enlever la croûte de battance, parce que j'ai pas d'hercétrie. Donc après, ça permet de le faire, et puis ça m'évite de consommer du gasoil ou d'acheter du matériel. Et de manger les feuilles malades des céréales au printemps. Et de faire taler. Parce qu'avant, j'avais une pratique, c'était de rouler les céréales au printemps, comme tout le monde, pour faire taler les céréales. Et maintenant, c'est pas des vaches qui le font. D'accord. Et donc, techniquement, comment tu t'y prends pour décider quelle parcelle va être pâturée à quel moment Est-ce que tu fais des observations Comment tu juges que la période est la bonne? C'est une pratique opportuniste, donc ça peut très bien qu'une année je le fasse pas si les conditions sont pas bonnes. Il faut un terrain important, donc s'il pleut le jour, faut pas le faire. Faut pas qu'il gèle, parce que le pas des vaches, que ça soit sur une prairie ou sur une céréale, ça cramer ce qu'il y a dessous quand elle marche, quand c'est gelé. Il faut une certaine quantité de végétation, que quand elles le mangent, qu'elles arrachent pas les plants. Donc pas trop les faire râper. Et donc le stade des céréales, le temps, la portance. Et puis après, s'il y a un peu de maladie, les faire rester un peu plus longtemps qu'elles mangent. Mais elles mangent prioritairement les feuilles jaunes, enfin, tout ce qui est jauni et tout. Donc, ce qu'elles font en premier, c'est déjà enlever les vecteurs de maladie. D'accord. Donc, c'est une pratique qui permet de maintenir un système à bas IFT, si je comprends bien, parce que elles mettent une pression sur les maladies, oui. Et sur les. Oui. Bas IFT, ça fait oui, 1 an et demi que je suis en conversion bio et ça faisait 4-5 ans que j'utilisais plus de pulvé déjà.
Alors, j'étais pas passé en bio d'abord parce que comme je m'étais agrandi d'une trentaine d'hectares il y a 4-5 ans, je pouvais pas mener l'agrandissement et le passage en bio. Il était prévu, mais voilà, j'ai eu l'opportunité de m'agrandir. Donc le bio était passé un petit peu en deuxième fin. Je le pratiquais, mais sans avoir demandé la conversion. D'accord. Donc c'est une pratique qui a l'air plutôt bien intégrée dans ton système. Est-ce que tu es satisfait des résultats que tu as aujourd'hui? Parce que si je dis pas de bêtises, ça fait 2 ou 3 ans que tu as commencé? Oui. Satisfait, oui, pleinement. L'an dernier, sur des céréales, je les avais fait pâturer, je pensais un peu trop, et des triticales en pur, et au bout du compte, ils ont très bien allé, ils sont bien remontés en végétation, et il y a eu un rendement correct, 35-40 quintaux sur un triticale qui n'a qui a été semé, récolté, quoi. Et en paille, avec une paille de pratiquement 70-85 mètres de haut. Alors que je pensais les avoir un peu trop fait manger, mais je me suis rendu compte que ça les a fait taler et ça a beaucoup plus, il y a eu beaucoup plus de remontées d'épis. D'accord. Les épis secondaires ont beaucoup plus réapparu. Et est-ce que cette pratique, tu comptes la faire évoluer? Est-ce que tu es encore un petit peu en expérimentation avec, ou est-ce que pour toi, les résultats sont suffisamment probants pour continuer de la façon dont tu le fais? C'est toujours expérimenté de toute façon, parce que d'une année sur l'autre, on n'a pas les mêmes stades de végétation à la même date, on n'a pas le même bovin, ça peut être un peu plus gros, un peu plus petit. Les stades, la pression de fond, enfin la pression des maladies sur les céréales peuvent changer. Après c'est une culture, c'est une pratique opportuniste. Donc après il faut s'adapter tous les ans en fonction de ce qu'il y a, enfin de ce qu'on voit et puis de notre expérience. Donc ça va évoluer en permanence. Tout ce que j'ai fait, je sais que ça marche, et après, en fonction du temps et de la végétation et de la météo, ça permet de, De moduler ces... moduler, voilà, oui, 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 oui. Oui, de les rentrer de les mettre plus tôt, les mettre un peu plus tard, ou de pas le faire passer sur la parcelle si on voit qu'elle est propre et que elle est pas trop, elle est un peu chétif, faut pas trop impacter sur le rendement plus tard. D'accord. Qui, je me suis rendu compte, est décalé un peu plus tard dans le temps. On récolte à peu près une dizaine de jours plus tard que sur les parcelles qui n'ont pas été déprimées. D'accord. Ce qui peut être pas mal quand tout le monde va être en même temps et que 18 personnes ne peuvent passer en même temps. Ça permet surtout sur des métailles où les pois et les févroles ont tendance, quand c'est trop mûr, à tomber toutes seules, enfin surtout les pois, pour en battre un peu plus tard, de pas battre avec les pois par terre, de pouvoir les récolter quand même. D'accord. T'as parlé, j'ai une question sur les facteurs de risque. En fait, quels pour toi sont les facteurs que tu prends en compte quand tu évalues les risques, ou quels sont les points de vigilance? Tu as parlé déjà de l'humidité du sol, du climat. Oui. Est-ce qu'il y a un facteur de risque, par exemple, je sais pas, sur les adventices que tu viens de mentionner, ou sur ce genre de choses? Les adventices, elles les mangent un petit peu. Après, si la parcelle est trop sale, est-ce qu'il faut les faire passer? Ça, c'est à voir. Parce que ça ralentit au printemps. Enfin, ça permet à la végétation de redémarrer. C'est comme une herbe qui est gelée au printemps.
de la faire déprimer qu'une journée par les bêtes, ça enlève la pointe qui est gelée et la végétation redémarre plus vite. L'inconvénient, c'est que des fois, les céréales reprendraient le dessus sur l'adventice, et si on fait trop manger ou que l'adventice n'a pas été trop mangé par les bêtes et les céréales, oui, mais c'est l'adventice qui va prendre le dessus. Donc c'est après. Et il y a des céréales aussi qui sont plus lentes au redémarrage au printemps que d'autres. Enfin, c'est un peu un tout. J'ai remarqué que l'épeautre est très très lent à redémarrer au printemps, donc s'il est sale, vaut peut-être mieux peut-être pas trop le faire parce que la végétation, enfin l'adventice va prendre le dessus sur l'épeautre. Par contre, un triticale seigle a tendance à démarrer plus rapidement, donc on peut peut-être se permettre de faire manger un peu plus ras parce qu'il va redémarrer plus rapidement. Mais ça, c'est après, c'est un petit peu, faut expérimenter, quoi, voilà. Quitte à faire qu'une demi-parcelle, pour voir, pas mettre tous les œufs dans le même panier, quoi. D'accord. Enfin, moi j'ai bien retenu que c'était une pratique qui n'était pas du tout systématique, qui était très basée sur l'observation, sur la réflexion et voilà, sur des combinaisons de choix. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que c'est une pratique qui est répandue ou oui, c'est ça qui est répandu dans la région ou pas beaucoup? Dans la région, non. Pour l'avoir mis en pratique depuis 2 ou 3 ans, on m'appelle souvent maintenant pour me dire que j'ai mes vaches qui sont passées dans mes céréales, qu'il faut que j'aille les enlever. Et quand je leur explique par téléphone que c'est voulu, il y a un grand blanc. Je leur explique que ça se faisait beaucoup avec les moutons. En réfléchissant bien, les anciens disent oui, c'est vrai, on le faisait avec les moutons il y a très longtemps. Donc ils arrivent à comprendre et puis ça passe. Mais je suis un des seuls à le faire dans le coin, oui. D'accord. Après les moutons, il y en a pratiquement plus qui en font dans notre secteur. Donc ça se fait plus, mais je sais que ça se faisait depuis très longtemps avec les moutons. Ça. D'accord. Donc en fait, c'est une pratique qui attire la curiosité des gens. On disait que tu vas faire une porte ouverte sur son exploitation. Oui. Est-ce que c'est important pour toi d'en parler quels sont les retours que tu peux avoir voilà. Les retours personnellement, je sais que ça parle dans les groupes d'ensilage et tout, dans les repas d'ensilage, on parle de ce que j'ai mis en place. Après, je pense que les premières années, tout le monde attendait que je récolte rien du tout. Ça, je l'ai entendu. T'as fait passer tes vaches dans les céréales, mais tu comptes le battre, hein. Bah oui, et puis c'était très beau, mais et pour les avoir revus au moment de la moisson, ils avaient oublié qu'ils m'avaient dit ça. Mais je pense que oui, il y en a qui attendent que je me plante, mais ça, c'est normal. J'en entends pas parler plus que ça, mais bon, je sais qu'on en parle, que ça fait quand même. Ouais. C'est rigolo ça. Est-ce que c'est une fierté pour toi de prouver que ce genre de pratiques sont possibles Oui, je suis fier de ça. Oui, je suis fier de ça. Oui, parce que tout le monde a intégré que les céréales, même s'il y a 50, 60 ans, tout le monde y mettait ses moutons dedans. Même je suis pratiquement sûr que dans le coin où il y avait des vaches, il y en a qui le faisaient aussi. Bon, ça s'est perdu, mais je suis sûr qu'on retrouverait des anciens ou des anciens témoignages de peut-être il y a une cinquantaine, 60 ou 80 ans. Il y a sûrement quelqu'un qui le faisait. Mais ça s'est perdu parce que la nouvelle façon la nouvelle agriculture, c'est
Hop. Merci. En tout cas, Salomé, je vais te demander d'un nouveau de partager ton écran pour remettre le diaporama. Voilà. D'accord. En tout cas, voilà un beau témoignage, en tout cas, donc de cet agriculteur qui vraiment est très enthousiaste par rapport à cette pratique-là. Je ne sais pas, Salomé, avant de passer aux questions, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je vais juste montrer une diapo sur la fin parce que ça reprend un peu ce qu'il a dit, mais c'est pour résumer. Donc, ça va être rapide. Et puis après, on peut passer aux questions. Hop là. Tu as remis le diaporama là, c'est ça? Ouais, ça met un peu de temps, mais ça arrive. Ok, très bien. Alors justement, Salomé, il y a quelques questions là dans le chat. Je ne sais pas si tu as eu le temps d'y regarder. Oui, j'ai regardé vite fait. Tu peux la remettre plus loin, hein, le diaporama là. Voilà. Donc en fait, voilà, tu avais une question. Ouais, j'essaye, mais en fait, ça transite très bien. Donc une question d'Emmanuel Gézel. Donc un déprimage après le stade épi 1 cm ne risque-t-il pas de détruire le mètre brun et de ne laisser que des tales secondaires monter à épi avec un potentiel moindre? Quelle différence de rendement avec et sans technique? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez travaillé au sein de ton réseau? Est-ce que c'est des questions qui se posent? Est-ce que cette question a déjà été abordée, en fait? Alors, du coup, par rapport à la différence de rendement, en tout cas, Bruno, l'observation qu'il a faite, et qu'il n'y avait pas de différence de rendement, déjà. Donc, ni plus ni moins. Et ensuite, au niveau du stade, des échanges qu'il y avait eu en 2019, les agriculteurs avaient fait l'hypothèse que ce n'était pas gênant de manger l'épi du mètre brun et que au contraire, cela pourrait permettre de bien faire taler la céréale. Voilà, ça c'était une hypothèse suite à leur observation. Et après, j'ai vu la question d'après qui était par rapport au chargement et est-ce que c'était plus risqué de faire passer des génisses que des ovins. Du coup, une des réponses qui avait été apportée pendant les échanges, c'est que tant que le principe du déprimage, d'avoir un chargement instantané léger de 10 UGB par hectare pendant 24 heures maximales a été appliqué, a priori, c'était pas plus risqué d'avoir des génisses. Il y a juste une différence entre les bovins et les ovins, c'est où est-ce qu'elles vont manger la plante. Donc, les bovins, ils ont plus tendance à arracher la plante et ils pâturent plus haut que les brebis qui coupent le ras. Et il semblait, au moment des échanges, que les brebis avaient moins tendance à couper le mètre brun que les bovins. Voilà les observations qui étaient sorties de ces échanges-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas forcément d'autres questions, en tout cas pour l'instant dans le chat. Est-ce que certains veulent s'exprimer en levant la main, par exemple, parce que je vois qu'on n'est pas très nombreux? Non? Tu veux continuer un petit peu sur les avantages et les limites, peut-être, Salomé, du coup? Ouais, pour revenir sur la diapo d'avant, est-ce que vous la voyez là? Vous êtes bien sur la diapo avantage? Oui.
Ok, alors pour revenir là-dessus, donc c'est les avantages qui ont été observés par Bruno sur sa ferme. Donc, le l'étalage des céréales et la densité de la culture sont améliorées. Ça permet de raffuguer le sol en fin d'hiver, de réduire la pression des bourbiers agresseurs, donc notamment en supprimant les feuilles malades des céréales et en prélevant les adventices. Ça apporte de la fertilisation. Il y a une ressource fourragère pour le troupeau et ça remplace un ou plusieurs passages d'outils potentiels. Au niveau des limites, donc il faut avoir un sol portant et il faut être réactif pour trouver le bon moment pour faire le passage. Ça peut retarder l'arrivée de la céréale d'environ une semaine. Et après ça, c'était une observation entre la différence brebis et bovins. C'est que les brebis trient plus les espèces à pâturer que les bovins, ce qui peut faire une pression différente sur les plantes de la parcelle. Et ensuite, j'avais une diapo sur les indicateurs de résultats, sur les observations faites par Bruno. Donc, il était surtout satisfait au niveau de la maîtrise des ravageurs, parce que le passage des bovins permet de déranger les rats-aux-pieds qui sont assez présents dans le Limousin et les limaces. Il était satisfait aussi au niveau de la maîtrise des maladies, parce que ça permet d'enlever les feuilles malades des céréales. Concernant l'IFT, la question a été posée pendant la vidéo, sachant que lui, il est en bio. Dans tous les cas, il n'y a pas de produits phyto, donc il n'y a pas de changement conséquent là-dessus. Mais une observation qui est usée, c'est que ça a obligé à faire zéro traitement fongicide parce que le passage des animaux, à cause du passage des animaux. Ensuite, au niveau du rendement, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de changement. Au niveau des charges de mécanisation, comme il disait, il n'a pas passé d'outils, donc il n'y a pas de fuel qui est utilisé, donc moins de charge de mécanisation et pas de tracteur non plus. Au niveau de la marche cheminette du système, il y a moins d'entrants et en plus, ça constitue un apport de fourrage au troupeau. Ensuite, les indicateurs de résultats au niveau duquel il était moyennement satisfait, c'était la maîtrise des adventices. Il se posait encore une question sur est-ce que les adventices repartent plus vite si on pâture une céréale sale. Ensuite, au niveau du temps de travail, il admet que ça lui prend quand même un petit peu de temps parce qu'il faut prévoir de clôturer la parcelle en amont et puis ça demande un peu d'observation. Donc, sur la ligne d'après, c'est concernant le temps d'observation, il faut être réactif et opportuniste. Et pour la prise de risque, trouver les bonnes conditions pour le sol surtout. Et je voudrais souligner ce qu'il dit à un moment dans la vidéo, c'est que ce n'est pas une pratique systématique, ça va être en fonction du contexte climatique de l'année, de ses sols, mais aussi du temps de travail qu'il a. Donc, il y a plein de critères qui vont faire qu'il fait cette pratique ou qu'il ne la fait pas, mais ce n'est pas quelque chose qu'il va forcément faire tous les ans. Après, pour les fois où il l'a fait, il a été satisfait. Ok. Moi, j'ai peut-être une question. Là, justement, Salomé, justement, donc là, on sent quand même qu'il est satisfait. On sent aussi qu'au travers du témoignage que l'on a visionné, il y a des agriculteurs, ses voisins ou des gens du groupe, en fait, qui se posent aussi des questions, qui rigolent aussi, des fois, un petit peu sous cap. Comment ça a évolué tout ça au sein du réseau? Est-ce qu'il y a des agriculteurs qui vont quand même s'y essayer? Voilà, alors que ce soit dans le réseau des filles ou dans d'autres groupes. Voilà, voilà, est-ce que tu as des échos justement du rayonnement, on va dire, de cette pratique au travers de ton réseau? Ah, pardon. Du coup, ça, c'est une question. Oui? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui, tu m'as entendu? Ok, c'est une question intéressante. Ouais, c'est bon, j'ai tout entendu. Du coup, la réponse, c'est qu'effectivement, il continue à en parler au sein du groupe. Donc,
ça soit un sujet central, mais de temps en temps, quand on en parle, et comme il y a des nouveaux venus dans le groupe, et ils entendent parler de cette pratique-là, et du coup, ça permet d'avoir des échanges de temps en temps pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, il y a une agricultrice du groupe qui, la dernière fois, disait « Ah, moi, j'ai voulu essayer, mais ce n'était pas au bon moment parce qu'il y avait le gel. » Et effectivement, là, Bruno répond « Ah oui, il faut surtout pas faire passer à ce moment-là. » Donc, il y a encore des échanges sur cette thématique. Et ça m'a aussi fait penser sur la partie où il y a le regard des autres qui est un peu un point limite aussi pour lui, mais ce qu'il dit souvent, c'est que de faire ces pratiques innovantes et un peu différentes et de faire partie d'un groupe défi, ça lui permet d'avoir un appui pour mettre en œuvre des nouvelles pratiques parce que justement, il a ce groupe d'échange qui le conforte dans ce qu'il met en œuvre sur sa ferme parce que le regard des autres, des fois, peut être un peu difficile. Donc, ça, c'est vraiment un point positif de ce groupe. Très bien. Donc là, en fait, on vous a parlé d'une pratique sur le déprimage des céréales par des herbivores. Est-ce qu'il y a éventuellement des pratiques de semis de céréales, de métèques dans des prairies où justement on laisse en fait les animaux venir éventuellement manger quelques adventices au moment du semis sous couvert en fait de ces métèques par exemple, du piétinement. Enfin voilà, est-ce que y a d'autres pratiques qui sont un peu testées chez vous sur justement ce lien entre production végétale et lien avec l'animal? Alors, j'en ai pas entendu parler pour l'instant, mais il me semble que le groupe défi du CIVAM Marée Mouillée fait ce genre d'essai. Et je crois qu'ils ont un webinaire bientôt, non? Oui, c'est ça. Donc, ils vont nous en parler, mais de même qu'aussi dans le réseau de défis de la Chambre d'agriculture de la Creuse, il y a aussi des agriculteurs qui se lancent effectivement dans le semis à la volée de métèques, par exemple, dans des prairies. Le contact sol-graine se fait par le passage de ruminants, en l'occurrence ici des génisses également, et puis ce qui permet aussi de manger en même temps de manger un certain nombre d'adventices qui se sont bien développés. Donc tout ça, ce sont des choses qui se mettent en place de plus en plus. Voilà. Alors attends, je vois qu'il y a une autre question d'Emmanuel. Pour un repère, on vise combien d'UGB par hectare pour que ça fonctionne? Je crois que tu l'as dit tout à l'heure, mais peut-être à redire. C'est 10 UGB par hectare et c'est un passage maximum de 24 heures. D'accord. Est-ce que je vois d'autres questions dans le chat? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a éventuellement… C'est bon. Bon, écoute, ce qu'on va faire, Salomé, on va peut-être clore le webinaire. Tu veux passer donc les dernières diapos, s'il te plaît? Voilà. Les dernières diapos, tu peux toujours continuer à partager ton écran. Directement comme ça, parce que sinon, ça va mettre du temps. Voilà, tu passes les toutes dernières. Voilà. Donc, juste en fait, pour vous dire qu'on arrive donc au terme de ce troisième webinaire, même s'il restait un petit peu de temps, mais bon, s'il n'y a plus de questions, on va arrêter là. Donc, un grand merci à vous tous, donc, ainsi qu'à Salomé qui nous a justement présenté cette pratique innovante et intéressante, et en tout cas qui intéresse beaucoup cet agriculteur de son groupe. Vous dire que nous allons vous envoyer, en tout cas tous les participants de ce webinaire, dans un premier temps la présentation
donc le diaporama qui vient de vous être projeté et que vous pourrez donc retrouver le replay en ligne prochainement sur la ligne YouTube de la CRA Nouvelle-Aquitaine. Donc, la série de webinaires continue. Et donc, je crois qu'on a une dernière diapo, si tu veux bien la passer, Salomé. Pas la 12, mais la 13, certainement, je pense. Voilà, qui ne s'affiche pas pour l'instant, mais qui devrait s'afficher. Ou dans laquelle, en fait, vous avez toute la liste des prochains webinaires, dont le prochain, effectivement, est celui de la semaine prochaine, avec l'intervention de Joseph Yu du CIVAM du Marais Mouillé, donc dans les Deux-Sèvres. Voilà, donc là, on fait effectivement pâturer les brebis, pâturer les couverts en agriculture de conservation par des brebis. Ensuite, donc, il nous restera 3 webinaires en mars. Un sur comment concevoir une rotation avec un travail du sol limité et sans produits phytosanitaires. En polyculture élevage grâce à l'introduction de couverts végétaux, donc par Lucille Piton, du CIVAM du Haut-Bocage. Un le 3 mars sur l'intérêt du désherbage mixte pour gérer les adventices sur maïs et tournesol, donc qui sera présenté par Loïc Doussat, ingénieur territorial Occitanie, donc en agriculture de l'eau, et Patrice Mailleux, ingénieur réseau de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques. Et puis moi-même qui clôturerai cette série de webinaires le 15 mars en vous présentant les résultats technico-économiques du réseau défi, donc GCPE Nouvelle-Aquitaine. Voilà, écoutez, un grand merci à tous. Et puis donc, au plaisir de vous retrouver pour un prochain webinaire, soit la semaine prochaine, soit en mars. Au revoir. Donc, je vais mettre fin à l'enregistrement. Au revoir.